Bonjour à tous, soyez les bienvenus en République de Corée. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ici pour ce tour du monde de la francophonie. Un événement exceptionnel réalisé avec tous nos partenaires, Arirang, les Alliances françaises et l'OIF. Et comme vous le voyez, nous sommes accueillis dans un lieu magnifique. Merci au MMCA, le Musée national d'art contemporain. Dans cette émission, nous évoquerons la place de la langue française en République de Corée, devenue l'an dernier membre observateur de l'OIF. Nous parlerons aussi culture et gastronomie. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notez hashtag TDMF, soit dièse TDMF. Mais avant de commencer, je vous présente Che Juno, directeur de la prestigieuse Université nationale des arts de Corée, commissaire général de l'année France-Corée. Bonjour Juno, vous restez à mes côtés pendant toute cette émission. Vous représentez le parfait trait d'union entre nos deux pays. Avec grand plaisir. Bonjour Pascal. Bienvenue dans votre pays d'origine. Merci beaucoup. Bonjour mesdames. Che Mi-kyung, vous êtes professeur à l'école d'interprètes et de traducteurs à l'université Hwa de Séoul et interprète de conférences. Vous avez aussi traduit près d'une trentaine de romans coréens en français comme La vie rêvée des plantes de Lee Song-woo et Sim Chong, fille vendue de Wang Sok-yong. Sylvie Mazot, bonjour. Vous enseignez aussi à l'université féminine de Hwa de Séoul, où vous êtes professeur de français depuis 17 ans. Déjà. Vous organisez des stages dans des entreprises françaises, des comédies musicales et le concours Francomédia. Tout à fait. Bonjour. Bonjour Juno, bonjour Pascal. Bonjour Jendri Kim Keum-suk, bonjour. Vous avez une passion pour l'art et le dessin depuis l'âge de 12 ans. Vous êtes auteur de bandes dessinées dont Giselle et le chant de mon père. Merci infiniment à toutes les trois de nous avoir rejoints. Je commence par vous, Che Mi-kyung. Vous avez reçu de nombreuses distinctions, dont le Grand Prix de la traduction littéraire en 2011. Vous avez été un interprète de nombreux chefs d'État francophones. Selon vous, quelle place occupe le français aujourd'hui en Corée? Le français qui était la langue de la littérature et de la culture par le passé, aujourd'hui il y a un regain d'intérêt et avec les considérations économiques et industrielles est en train de devenir une langue très importante. Sylvie Mazot, la Corée est le troisième pays qui traduit le plus de livres francophones dans le monde, 800 chaque année. Pourquoi les Coréens s'intéressent tant à la langue française? La réponse, elle n'est pas tout à fait unique. Je pense que tout d'abord, le français, c'est une belle langue pour tous les Coréens. Au niveau de sa musicalité, c'est une langue harmonieuse. Donc c'est ce qui les attire en premier. Ensuite, il me plaît à croire que les valeurs que véhicule le français, telles que l'égalité, les droits de l'homme, que ces valeurs sont très importantes pour les Coréens, tout en sachant qu'en plus la plupart de nos apprenants sont de sexe féminin et il me plaît à croire que c'est ce qui les motive. Et vous, Jendri Kim Keum-suk, je rappelle que vous avez traduit plus d'une centaine de BD coréennes en français. Êtes-vous d'accord avec ce qui vient d'être dit? Tout à fait, tout à fait. En fait, je les ai traduits pas tout seul. En fait, j'ai traduit avec mon mari qui est français, qui s'appelle Loïc Jandri. À partir de 101 livres, en fait, j'ai plus compté. On a vraiment traduit de tout genre, de romans graphiques, de shoujo, un peu de webtoon, voilà. Pour Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie, le combat pour la langue française n'est pas un combat contre une langue, mais un combat pour la diversité, le multilinguisme. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Sylvie Mazot? Je suis entièrement d'accord. Préserver une langue, c'est primordial. C'est préserver un peuple, c'est préserver une identité, une culture, des traditions. Et cela est vrai au sein même de la francophonie, des pays francophones, mais encore, on peut aller encore plus loin. Il y a toujours cette guéguerre avec l'anglais, le français et l'anglais. Et moi, je pense sincèrement que les deux langues sont importantes et que le français, et en particulier parlons de la Corée et des Coréens, c'est leur plus, c'est leur chance d'avoir ce plus sur le CV. Pour des raisons économiques en effet. Je vais vous poser à présent à toutes les trois la même question. Quelle est votre définition de la francophonie de Che Mi-kyung? Pour moi, ce serait une organisation de grande solidarité et d'humanisme, mais aussi cette organisation ou cette francophonie en fait permet d'exprimer tout ce que l'anglais globish n'arrive pas à le faire. Sylvie Mazot? Pour moi, ça serait un melting pot passionnant de peuples et de cultures différentes avec le français en partage. Jendri Kim Keum-suk?
Pour moi, la francophonie est un lien qui fait entre les gens. Non seulement entre les gens, c'est aussi, comme Sylvie Major l'a dit, la culture de différents pays et de différents continents. C'est l'art de vivre. Merci beaucoup. Je me permets de vous interrompre, mesdames, car je crois que Juno nous a réservé une surprise, n'est-ce pas, Juno? Oui, Pascal, c'est vrai. J'ai le plaisir de vous présenter 4 étudiantes de la compagnie de danse de l'Université nationale des arts de Corée. Elles vont nous présenter une danse traditionnelle coréenne, le Salpurichum. C'est une danse chamanique pour faire disparaître un malheur. Elle exprime le fait d'accueillir un bonheur après avoir effacé une catastrophe de la vie. Voyez. C'est un élément essentiel de la danse traditionnelle coréenne qui montre la beauté sublime d'un mouvement dans le plus grand calme. On exprime un univers intérieur en mouvement plutôt que de montrer la beauté extérieure. Pour le Salpurichum, comme vous le voyez, on s'habille de blanc, on tient un tissu léger à la main et on le passe d'une main à l'autre. Parfois on le fait tomber et le soulève respectueusement avec des 2 mains, en se plaquant au sol. Cet acte signifie qu'on laisse tomber le malheur et qu'on ramasse le bonheur. C'était vraiment magnifique. Merci beaucoup, Juno, pour cette très belle surprise. Nous allons maintenant, mesdames, parler de votre passion. Je me tourne vers vous, Jendri Kim Keum-suk. Vous êtes auteur de bande dessinée, on l'a dit tout à l'heure, dans le roman graphique Giselle, qui rend hommage aux victimes du massacre de l'île de Jeju en 1948, et aussi du Chant de mon père, que vous avez entièrement réalisé à l'encre de Chine. Il existe aussi une très belle version numérique de votre œuvre. Vous parlez de votre enfance, une partie se passe à Paris, et des conséquences de la guerre de Corée, pays moderne, mais
toujours divisé? Racontez-nous. En fait, le chant de mon père et Jésus, les deux livres, c'est quand même, on voit bien à travers ces deux livres la société coréenne. D'abord, le chant de mon père, c'est un récit autobiographique qui parle de l'exode rural durant les années 70 et 80 en Corée du Sud. On voit bien la société coréenne, la modernisation de la Corée à travers ce livre. Et j'aurais voulu faire un hommage, rendre un hommage à ma famille et à toutes les familles modestes coréennes. Mauvaise herbe, c'est le titre de votre nouvelle BD. Elle a déjà été publiée en Corée cet été. Elle va bientôt paraître en France. Quel est le thème de cette BD? Mauvaise herbe qui parle des femmes asiatiques. Il y avait aussi une hollandaise, il y avait aussi une française, des esclaves sexuels de l'armée japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, j'ai interviewé plusieurs femmes. Je suis allée en Chine aussi, dans des lieux où elles étaient prisonnières. Merci beaucoup, Kim Il-kyung. Vous avez traduit près d'une trentaine de romans coréens en français, comme La vie rêvée des plantes de Lee Seung-woo et Shimcheong-fi vendu de Hwang So-kyung. Nous le savons tous les deux très bien, il y a beaucoup de pièges dans la langue française. Quels sont les conseils que vous donnez à vos élèves à l'école d'interprètes et de traducteurs? Travailler avec assiduité. En fait, moi-même, pour ma formation, j'ai appris le français seulement arrivant à l'université. Donc, pour l'acquérir comme langue maternelle, c'était déjà trop tard. C'est ce qu'on dit en général. Et donc, cette langue était restée pour moi toujours une langue étrangère. Je continue de faire des efforts pour améliorer mon français. Donc, je donne à mes élèves de lire beaucoup de textes littéraires, surtout français, parce que justement, le français, il est très, très riche de son patrimoine littéraire. Selon vous, la langue française est plus difficile à traduire que les autres? En fait, je traduis du coréen vers le français, et c'est pas du français vers le coréen. Et je crois que ce n'est pas non plus très facile. Mais bon, on y arrive toujours, et je ne pense pas qu'il y a une langue plus difficile que les autres. Sylvie Mazot, nous allons parler de vos activités très nombreuses et très variées. Je rappelle que vous êtes professeur de français, vous organisez aussi des stages dans des entreprises françaises. Vous avez créé un blog, La Cerise sur le gâteau, où vos étudiants peuvent écrire des articles et surtout vous organisez des comédies musicales en français à l'université. Wow. Comment vous est venue cette idée? Tout d'abord, je pense que le fait de faire de lance de ma pédagogie, c'est la motivation, motiver mes étudiants, 2, comprendre pourquoi ils étudient le français et qu'il y a bien une raison au bout. Alors, en partant de ça, en ce qui concerne les comédies musicales, la motivation elle était toute trouvée, puisque les Coréens adorent chanter, et ils chantent très bien, je le précise. En Corée, nous avons les noraebang, littéralement les pièces à chanter, qui est l'équivalent du karaoké, tout à fait. Et donc, la motivation était toute trouvée. Et après, il suffit de leur demander des compétences peut-être supplémentaires, parce qu'il y a une création de costumes, au niveau de la musique, au niveau des décors, de la mise en scène, de l'organisation elle-même d'un tel projet. Mais ça vaut vraiment le coup. Et il faut savoir aussi qu'en Corée, les Coréens sont férus de comédie musicale. Ouais. J'ai rencontré vos étudiantes, elles sont adorables et vraiment elles adorent aussi effectivement les comédies musicales. Sylvie Mazot, décidément vous n'arrêtez pas, vous êtes également à l'origine de la création du concours vidéo Francomédia. De quoi s'agit-il exactement? Alors Francomédia, il est né avec 2 autres collègues, Emmanuel Nicolas et Thomas Guidé. Nous partions toujours dans cette optique de motiver nos étudiants et d'utiliser ce qu'ils aimaient aussi également, donc les nouvelles technologies, donc le smartphone. Donc le concept, il est simple, c'est de créer une petite vidéo à partir de smartphone, compréhensible dans les 2 langues, français et coréen, donc c'est sous-titré, et à partir d'un thème, et cette année c'était « et en plus je parle français », donc à partir d'un thème, de créer une petite vidéo d'1 minute 30, 2 minutes, et un petit projet qui a débuté avec 2 universités aujourd'hui. On en est à une quinzaine d'universités, 200 participants. Donc on est assez fiers de ce projet et de nombreux autres acteurs français en Corée, présents en Corée. Ils participent comme des entreprises pour l'évaluation des vidéos,
ou encore le buffet, la mise en place du buffet, etc. Donc il y a toute une synergie autour de ce concours. Sylvie Mazot, merci beaucoup. Mesdames, merci beaucoup pour votre participation. Mesdames, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Nous allons maintenant découvrir la vidéo qui a remporté le concours Francomédia cette année. Son titre Soi-même. Regardez. Je suis coréen. Je suis coréenne. Ils disent que je suis un peu bizarre. Ils me disent toujours ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. 아, 남자 새끼가 기집애같이. 야, 너 창피하지도 않냐? Quelquefois, je ne les comprends pas, mais je n'ai pas de choix. Comme tous les autres, je dois les suivre pour être connu. Sinon, je suis considéré comme un tordu. À un certain moment, je me perds. Qui suis-je? Un jour, j'ai eu la chance d'aller en France, et tout a changé. J'ai entendu leur langue pour la première fois et j'ai vu leur culture. Et puis, la France m'a fait découvrir ces trois valeurs. La tolérance, la diversité et la liberté. La tolérance. Voltaire a dit, pense pour toi-même et laisse aux autres le privilège de le faire aussi. J'ai appris qu'une différence n'est pas une faute. Il faut s'accepter tel qu'on est. La diversité. Jacques Chirac a dit, nous voulons que chacun puisse cultiver sa propre différence. J'ai appris que la diversité est nécessaire pour enrichir la société. La liberté. Victor Hugo a dit, la liberté commence où l'ignorance finit. J'ai appris que ce que les autres pensent de moi n'est pas important. Ce qui compte le plus, c'est d'être moi-même. Quand je l'ai reconnu, j'ai trouvé la vraie liberté. Je n'ai plus peur de m'exprimer. J'ai retrouvé confiance en moi. Je connais les valeurs de la France. Et ce sont les forces qui guident ma vie. Je suis coréenne. Et en plus, tu parles français. Nous allons maintenant ouvrir une page culture, deuxième grand thème de cette émission. Pour en parler, nous accueillons trois nouveaux invités. Bartholomew Marie, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le musée où nous sommes accueillis en beauté artistique. Le MMCA est le Musée national d'art contemporain de Corée, un musée prestigieux et l'un des plus visités au monde. Merci. Fabien Youn, bonjour ici. Bonjour. Tout le monde vous connaît. Vous êtes à la fois acteur, animateur d'une émission de radio, Le Cube, animateur d'émissions culinaires et auteur d'un très beau livre, La cuisine coréenne de Fabien Youn. Et depuis cet été, vous tournez dans un web drama qui sera diffusé sur Internet. On y revient dans un instant. Arnaud Laudrin, bonjour. Vous êtes breton, originaire du Morbihan, installé ici depuis 4 ans. C'est ça. Et avec votre femme coréenne, vous avez réalisé votre rêve en ouvrant une crêperie et un bar à vin à Séoul. C'est ça. Vous êtes aussi devenu une vedette de la télé-réalité grâce à l'émission Mon voisin Charles. Merci infiniment à tous les trois de nous avoir rejoints. Je commence par vous, monsieur Bartholomew Marie. Selon vous, quel rôle joue le MMCA dans la diffusion de la culture et en particulier de l'art contemporain à l'international? Et en tant que musée national, le musée est la tête d'un système artistique public très important qui présente l'art contemporain aux Coréens et au monde entier. Et non seulement l'art coréen, qui est la priorité effectivement du musée, mais aussi les développements de l'art international. Ça, c'est notre mission fondamentale en tant qu'institution publique dédiée à l'art de notre temps. Pouvez-vous nous présenter également l'histoire de ce beau Magnifique musée? Et effectivement, une histoire qui est absolument qui est très intéressante. Le musée a été créé en 1969, donc c'est un des musées d'art moderne plus anciens, pionniers, je dirais, en Asie. Et il était hébergé juste derrière nous, à l'origine, dans le palais de Gyeongbokgung. En 1986, on vient de célébrer en fait le 30e anniversaire
de la construction du bâtiment à Gwacheon, dans le parc de Séoul. Et aussi depuis les années 80, le musée gérait le musée d'art moderne dans le palais de Doksugung. Nous sommes en ce moment dans le bâtiment de Séoul qui a été inauguré à la fin de 2013 dans ce qui était un hôpital et un terrain militaire occupé après dans les années 70 et qui a été reconverti en musée. Donc non seulement c'est un des musées pionniers en Asie, mais aussi un des plus grands quand on fait l'addition des 3 bâtiments. Et le premier à accueillir aussi une chaîne internationale. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Pour cet accueil. Juno, depuis cet été, la Corée du Nord avec ses essais nucléaires, vous le savez tous ici, est au centre de l'actualité internationale avec la menace d'une guerre nucléaire. Les 2 Corées sont séparées depuis 1953. D'après vous, Juno, la culture peut-elle aider à la paix entre les 2 Corées? Vous voyez, dans la culture, la plus importante, c'est la langue, n'est-ce pas? Nous parlons de la même langue depuis 1 millier d'années et la péninsule de la Corée était un seul pays depuis 1500 ans. Là, à peine 64 ans sont passés en division en 2, malgré beaucoup de problèmes politiques, militaires. Les Coréens ne sont jamais désespérés parce qu'on peut se communiquer sans problème, on mange la même chose. Et on s'amuse avec les mêmes choses presque, on adore chanter comme ça. Et là, malgré tout ce qui se passe en ce moment, la culture est dedans et grâce à cela, on n'est jamais... C'est un beau message d'espoir. Et vous, Fabien Youn, qu'en pensez-vous? La culture peut-elle participer à un rapprochement entre les 2 Corées? Je pense que récemment, la culture coréenne a prouvé que ça pouvait être un vecteur d'unité, de rassemblement. On a vu récemment, notamment à Paris, il y a eu un énorme concert de K-pop qui a rassemblé des milliers de fans, non seulement français, mais aussi européens et même du monde entier. Et je pense que, comme M. Thué l'a dit, c'est un pays à la base qui est un seul pays, qui parle une seule langue unique. Et je pense qu'il y a de gros motifs d'espoir, en tout cas je le souhaite, concernant une réunification entre les 2 Corées. Et vous, Arnaud? Moi, je parle d'espoir également, mais peut-être un petit peu plus négatif. Je pense que la culture, heureusement, c'est ce qui unit. Mais donc, il y a quand même 64 ans de séparation et je pense qu'il faudra beaucoup plus de choses, beaucoup plus de travail. Pourquoi pas la fête de la Bretagne pour venir jouer avec les amis du Nord. Donc, ben voilà. Ouais. Merci, monsieur Barthomeu-Marie, pour votre participation. Avec plaisir. Merci, Barthomeu-Marie, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un plaisir. Pascal, nous allons à présent regarder ce sujet sur un phénomène culturel, K-pop, qui s'exporte déjà depuis plusieurs années à travers la planète. À ce propos, je suis très fier d'avoir organisé le premier grand concert au Zénith à Paris en juin 2010. À l'Arena. Oui. Vous y étiez, Fabien Youn? J'y étais, oui. Même les Coréens ont été étonnés de voir des jeunes de venir comme ça de tous les pays d'Europe. Et moi, grâce à mes amis français qui adorent la langue coréenne, qui adorent la culture coréenne, là, on a organisé ce concert et on a donné ça l'occasion à SM Entertainment et tous étaient surpris. Très bien, donc on va peut-être regarder, je crois, un reportage chez Juno pour parler de cette vague coréenne, la K-pop. Le plus grand festival de K-pop au monde est passé par Paris. Regardez, c'est un reportage de TV5 Monde signé Adrien Gavazzi et Julien Munzer. Ils enflamment les ados du monde entier. IOI, BTS, Block B. La vague sud-coréenne déferle sur Paris. Dans les gradins, 12 000 spectateurs venus de toute l'Europe. Je viens de voir une de mes idoles préférées, alors du coup, comme c'était la première fois, ça fait quelque chose quoi. Je suis super heureuse.
Les places sont parties en à peine quelques heures et pour ne rien rater du spectacle, ils ont attendu dans le froid, parfois plusieurs jours. T'as une couverture de survie? Comment ça se fait? Parce qu'il y a beaucoup de vent et il fait froid et j'ai pas envie de mourir. Je survis. Vous vous sentez comment là, surexcité? Bah en fait je veux pas faire la groupie du coup voilà, mais en vrai faut se contenir, mais on est heureux c'est sûr. On est heureuse. Qu'est-ce qui vous plaît dans la K-pop? C'est assez joyeux, c'est sympa, on s'amuse bien. C'est positif là. La K-pop, c'est cette musique sud-coréenne ultra commerciale, partie à la conquête du monde depuis cette chanson. Souvenez-vous, c'était en 2012. La recette du succès, une pop joyeuse, inoffensive, avec des chorégraphies au millimètre. Le tout, c'est d'imiter les stars du moment, des artistes préfabriqués par les maisons de disques, presque des idoles en Corée du Sud. S'il y a un nouveau tube qui sort, on en parle à l'école tous les matins, au travail également. Tous les jours, il y a des émissions musicales. Donc oui, on peut vraiment dire que c'est un phénomène qui touche l'ensemble de la société. Le phénomène n'est pas que musical, gastronomie, mode, beauté. Avec la K-pop, la Corée du Sud exporte ses produits, une stratégie commerciale qui a déjà touché des millions de jeunes en Europe. Ils font partie de ces francophones qui ont réussi en Corée du Sud et qui sont même devenus des personnalités médiatiques pour parler de cette vague coréenne qui englobe la K-pop, les dramas et la gastronomie. Je me tourne vers vous, Fabien Youn. Vous êtes parisien et vous vivez à Séoul depuis presque 10 ans. Vous avez joué dans un film coréen en 2015, Fashion King. Alors, la K-pop, les dramas, le cinéma, que préférez-vous dans la culture sud-coréenne? C'est trop difficile de répondre à cette question. En fait, j'ai été emporté par le déferlement donc, de la Hallyu, donc la vague coréenne. Donc la Hallyu, donc c'est un néologisme donc, qui vraiment symbolise la réussite donc, de la culture coréenne. J'ai commencé par le taekwondo, donc par le sport, donc l'art martial traditionnel coréen, donc sport olympique. Donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans et c'était la première fois que j'ai été amené à connaître le pays, donc la Corée du Sud. Et grâce au taekwondo, donc j'ai commencé à regarder des films coréens, à écouter beaucoup de musique coréenne, de K-pop. Donc j'étais vraiment très intéressé par la K-pop dans les années 90, début des années 2000. Et ensuite, je me suis vraiment intéressé à tout ce qui touchait la culture coréenne, donc que ce soit la gastronomie, même la culture traditionnelle. Et en fait, de par mon métier aujourd'hui à Séoul, c'est vrai que j'ai tendance à m'intéresser vraiment à beaucoup de choses. J'écoute beaucoup de K-pop. Vous aimez tout dans la culture sud-coréenne? J'aime tous les dramas coréens. J'aime vraiment tout de la culture coréenne. Oui. Grâce à la jeune génération, la culture coréenne est connue parce que tout d'un coup, un jeune de 14 ans est fasciné par la K-pop, le drama. Et les parents s'étonnent et ils commencent à chercher, par exemple, la littérature coréenne, le cinéma coréen. Et par le biais de la K-pop, en fait. Chacun cherche quelque chose de coréen grâce à la... Et ce qui est intéressant, c'est la culture coréenne, en fait, ça va jusqu'à la sphère cognitive, en fait. Et ça prend même une dimension mercantile, puisqu'au final, il y a énormément de touristes qui vont venir visiter la Corée du Sud, qui ne seraient pas venus s'ils n'avaient pas connu la Corée par le biais de la K-pop, des dramas coréens ou du cinéma coréen. Donc c'est vraiment quelque chose qui est appuyé par le gouvernement en ce moment pour vraiment... attirer les touristes et vraiment promouvoir leur culture à l'étranger. C'est ça. Arnaud Laudrin, je vous pose la même question. Vous êtes plutôt friand de K-pop? Moi, je ne vais pas dire je ne supporte pas la K-pop parce que je vais avoir des problèmes. Non, je suis pas du tout amateur de K-pop. Moi, ce que je préfère, c'est donc on a une crêperie qui fait maintenant beaucoup plus bar. Et en fait, on a beaucoup de musiciens coréens qui font du pansori, donc la chanson traditionnelle, et version électro, mais surtout reggae. Et en fait, moi, dans ma crêperie, on a du biniou, bien sûr, mais on passe énormément de reggae. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de groupes coréens, underground, on va dire, donc pas très connus, mais qui viennent faire des chants traditionnels avec du dub derrière. Donc, c'est vachement différent, on va dire.
Et moi, je suis plutôt un expert dans le Séoul de nuit. C'est ça. Donc, les étrangers disent souvent que la culture nocturne de la Corée est exceptionnelle. Et c'est pour ça que je remarque qu'il y a beaucoup de Coréens que je connais qui ont voyagé dans le monde et qui trouvent tout le temps dommage que quand ils vont à Paris ou en Australie ou je ne sais où, ils trouvent les soirées plus calmes et ça finit plus tôt. Et c'est vrai que ça fait 4 ans que je suis en Corée et c'est pas facile. Hein. Et à l'inverse, les Français qui aiment fatigant. beaucoup la vie, la nuit à Séoul. Ouais. Oui, un Français qui me dit le quartier Hongik me manque. Hongdae. Hongdae, c'est le top. Le meilleur quartier. Eh bien, je vais essayer de découvrir après l'émission peut-être. On vous invite. Juno, je le disais au début de cette émission, vous avez été commissaire général de l'année France-Corée. Vous avez été aussi directeur du Centre culturel coréen à Paris pendant 4 ans. L'année France-Corée a permis aux Français de découvrir la richesse de la culture sud-coréenne et vice-versa. Selon vous, les deux pays partagent le même appétit pour la culture? Il y a pas mal de points communs dans la culture. C'est le mode de la vie, n'est-ce pas? On adore manger, les Français, les Coréens. C'est vrai, c'est la même chose. Tout le monde, comme ça, cherche à manger quelque chose de bon. Et on adore s'amuser ensemble, bavarder. Et on est très, très curieux. En Asie, les Coréens sont les plus curieux. En Europe, ce sont les Français. C'est vrai. Voilà. Grâce à ces points communs culturels, bon, les Coréens et les Français sont assez proches. Je crois qu'il y a ce que l'on dit quand on a préparé l'émission. Vous m'aviez dit en Corée, quand on dit comment ça va, on dit avez-vous bien mangé? C'est ça. Pramoroseo, en fait, littéralement, ça veut dire est-ce que vous avez mangé du riz? Et en fait, il faut s'intéresser à l'histoire de la Corée. C'est parce qu'avant, c'était pas donné à tout le monde de pouvoir manger. Donc la première chose qu'on demandait à une personne quand on l'a rencontrée, c'était pramoroseo, est-ce que tu as mangé? Parce que c'était vraiment la plus grande inquiétude des Coréens quand ils se rencontraient. Et pendant cette année France-Corée, la gastronomie, bien sûr, a été à l'honneur chez Juno. Mais bien sûr, parmi tous les éléments de la culture, la gastronomie était en premier. Déjà avant la grande vague de l'art populaire, les restaurants coréens à Paris marchaient très très bien. Et tout le monde s'étonne parce qu'il y a plus de 120 restaurants coréens dans Paris. La plupart des clients sont français et étrangers. Ça ne se passe jamais ailleurs comme ça. Et je pense qu'en Corée, c'est exactement pareil. Moi, j'ai 29 ans et on est une génération de jeunes cuisiniers, jeunes entrepreneurs qui avons ouvert des restaurants depuis 1, 2, 3 ans. Et en fait, là maintenant, on voit vraiment que les Coréens se mettent vraiment dans la cuisine française. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne connaissance du vin, de la nourriture. C'est un public très averti et très curieux. Oui. Une fois qu'on mange ensemble, après, on peut faire ensemble c'est ça. Tout. Soju ou wine. Et après un petit verre aussi. Généralement, après plusieurs. Et grâce à cela, voilà. l'année de la Corée en France, comme ça, se passait formidablement bien. Et je remercie beaucoup le public le plus français. Et grâce à la K-pop, tout cela, toutes les familles sont intéressées aux différents éléments de la culture. Et alors, ils n'hésitaient pas à venir voir et à écouter dans les événements coréens. Fabien Youn, depuis cet été, vous tournez un web drama. Qu'est-ce que c'est exactement, un web drama? Alors web drama, comme son nom l'indique, donc il y a web, donc internet, et drama, donc les séries coréennes. Donc c'est une série coréenne qui va être diffusée sur internet. Donc comme vous savez, internet, la Corée, c'est vraiment le pays de internet. Donc, le plus connecté au monde. Le plus connecté au monde, une connexion super rapide. Donc tout le monde peut regarder sur son smartphone. Et c'est aussi un très bon vecteur pour diffuser la culture coréenne à l'étranger, puisque les dramas, c'est très facile d'accès. Les web dramas sont vraiment très populaires dans les pays, notamment d'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Indonésie. Et j'espère aussi que les Français regarderont ce drama, donc je leur donne rendez-vous sur leur smartphone ou sur leurs ordinateurs. Et vous pouvez nous en dire plus sur ce web drama? Alors ce que je peux vous dire, je joue le rôle d'un étudiant et c'est une rivalité entre deux écoles.
C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. D'accord, on sera obligé d'attendre un petit peu et d'être patient. Parce qu'il est plus de midi à Séoul. Je pense que nous commençons tous à avoir faim. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, Juno. Je vous propose donc, messieurs, de regarder cette vidéo. Elle s'appelle Mon petit coin de paradis. On se retrouve tout de suite après. Cela fait maintenant 5 ans que j'ai quitté la France, mais je ne peux toujours pas oublier le goût de ma première baguette. J'ai visité plusieurs boulangeries pour retrouver cette texture, mais toujours il manquait quelque chose. Où pourrais-je retrouver le pain au chocolat avec juste ce qu'il faut de douceur? Est-il possible de trouver un tel coin de paradis ici, à Séoul? Ça sent super. Oui, le chef étudie à Paris et elle parle français aussi. Notre but est de proposer à nos clients du vrai pain français, pétri dans les règles de l'art. Mes maîtres boulangers m'ont non seulement appris la langue française, mais également transmis la volonté de préserver les traditions. Ils me disent que le pain ne manque jamais, car nous n'utilisons que de l'eau, du sel, de la farine et enfin de la levure. Pour moi, la véritable boulangerie n'est pas une industrie. C'est un métier dont nous devons rappeler l'histoire et la préserver. Les gens viennent ici chaque jour pour acheter leur croissant, leur baguette, ce qu'ils mangent tous les jours dans leur ville natale. Une chose est sûre, le temps passera mais mon pain restera le même. Les gens qui viendront dans ma boulangerie pourront retrouver le saveur de leur enfance. C'est ce que je souhaite créer ici, dans cet atelier. Cet après-midi, j'ai finalement trouvé ce qui me manquait. Ce qui me fait rappeler mes petits coins de paradis en France, ce n'était pas la décoration d'une boulangerie typique française. Il y avait quelque chose que les gens qui ne parlent pas français ne pourront jamais imiter. C'est l'esprit d'un vrai artisan. Le français, c'est une langue très sincère et profonde, comme leur artisan. Ça, c'est ce que je recherche. Comme promis, nous allons maintenant parler gastronomie et cuisine. On vient de le dire, la nourriture occupe une place essentielle en Corée et en France. Et je vois, messieurs, que vous nous avez apporté une petite surprise. Merci à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces plats, Arnaud Laudrin? Moi, j'ai ramené ce que je fais tous les jours dans ma crêperie, de bonnes crêpes au caramel au beurre salé. Bon, par contre, j'ai vu que le caramel, il est resté là-bas, mais c'est pas grave, on peut les manger nature. Je crois que c'est à cause du soleil. Voilà. Il fait un petit peu chaud. Donc voilà, et à mon avis, là, donc je les ai faites hier soir avant de venir, mais comme il fait beau, là, elles seront tièdes, impeccables. Et quelles sont les crêpes qui ont le plus de succès dans votre bar à crêpes? Alors nous, on a vraiment, donc on a le menu traditionnel, hein, donc c'est-à-dire des complettes, caramel au beurre salé. Et en fait, depuis que j'ai ouvert mon restaurant, j'ai créé la jambonime. Jambonime en coréen, ça veut dire belle maman. Et donc la belle maman, donc c'est une. J'espère que vous entendez bien avec la vôtre. Très bien avec belle maman. Et donc du coup, avec donc dans cette crêpe là, on met de l'emmental et du kimchi que ma femme cuisine tous les jours, quoi. Et en fait, ça marche même avec l'audience française, quoi. Donc c'est cool. Je confirme. Une petite partie de fusion. Vous avez goûté, Fabien Youn, ça vous a plu? Je confirme, c'est très bon. Ouais. Fabien Youn, vous animez une émission hebdomadaire consacrée à la cuisine des différentes régions de Corée. Vous avez publié un très beau livre de recettes coréennes. D'où vous vient cette passion, Fabien? C'est assez récent finalement. J'ai commencé à cuisiner à partir du moment où en fait, j'ai habité tout seul. Et en fait, je prenais des photos des plats que je cuisinais, que je postais sur les réseaux sociaux. Et une chaîne de télévision coréenne m'a contacté pour animer une émission de cuisine. Et j'ai trouvé ça assez marrant. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience. Donc j'ai commencé à animer donc, une première émission qui a été diffusée sur plusieurs saisons, qui a eu pas mal de succès. Donc du coup, je m'intéressais de plus en plus à la cuisine. Et comme je sais que les Français s'intéressent énormément aussi à la cuisine, et notamment à la cuisine coréenne, j'avais vraiment envie de présenter aux Français donc, cette gastronomie, cette cuisine coréenne qui est un petit peu méconnue. Et donc, c'est dans cette optique donc, que j'ai écrit... Est-ce que vous pouvez nous présenter d'ailleurs votre plat que vous nous avez aussi apporté? Donc le livre que j'ai écrit, oui, donc, voilà, la cuisine coréenne. Et donc le plat, donc, c'est un plat... traditionnel coréen, donc le bibimbap c'est un petit peu le plat un des plats les plus connus. Donc bibim ça veut dire mélanger et pap c'est le riz. Donc en fait c'est un plat avec il y a plusieurs sortes de légumes, du riz, un œuf et ensuite on doit tout mélanger
Oui. Et ensuite, on mange à la cuillère. Donc c'est vraiment un plat qui est très traditionnel coréen. Symbolique. Symbolique. C'est comme la culture coréenne. C'est ça. D'accord, c'est le Tous symbole ensemble, avec le on kimchi. reçoit pas mal de cultures étrangères comme ça. On les transforme en culture coréenne. Exactement. C'est exactement ça. Arnaud Audrin, vous cuisinez aussi, mais votre spécialité est exceptionnelle en Corée parce qu'on ne connaissait pas très bien. C'est plutôt les crêpes, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous avez connu sans doute pas mal de difficultés au début. Racontez-nous un petit peu. Oui, donc moi je suis arrivé il y a 4 ans donc à Séoul et donc je voulais ouvrir un restaurant, enfin une crêperie dès mon arrivée. Mais j'ai vite déchanté parce que le prix de l'immobilier, enfin le prix des business en Corée, ça coûte très très cher et encore plus à Séoul. Et donc en fait, on s'est retrouvé avec ma femme, on s'est dit on n'a pas beaucoup d'argent. Et donc en fait, j'avais beaucoup d'amis, j'habitais dans un quartier très populaire, il n'y avait que des Coréens, j'étais le seul étranger. Et en fait, j'étais copain avec tous les hajoshi, donc les gentlemen coréens. Et il y en a un qui était agent immobilier et qui m'a dit comme ça, Arnaud, t'as pas beaucoup d'argent, je te propose la petite tente dans le marché en face de chez moi. Vous étiez le seul occidental. J'étais le seul occidental. Dans la tente. Et donc du coup, j'ai commencé et donc au début c'était assez dur. Les premiers jours, je me rappellerai tout le temps, il y avait toutes les mamies qui passaient avec leur chariot de course. Et en fait, elle regardait et hop, un blanc. Du coup, elle revenait derrière. Et qu'est-ce que tu fais là? Et donc, du coup, j'ai quelques clients qui ont contacté la chaîne de télévision coréenne pour leur dire mon activité. Et donc, du coup, ça m'a permis de faire avec Fabien l'émission Yujib Chalse, donc mon voisin Charles, Fabien anime toutes les semaines. Et donc ça m'a permis derrière de gagner beaucoup de cash, et d'ouvrir maintenant mon restaurant à Hongdae. C'est ça. Et d'être très connu. Vous avez aussi ouvert récemment un bar à vin à Séoul, à la Tienne. À la Tienne. Avec 2 autres personnes, dont un Belge d'origine coréenne, n'est-ce pas? Et Thomas Kim Desruet. Donc, mon business partner, c'est Thomas Kim Desruet. Donc, il a été adopté dans une famille champenoise, donc la famille Joseph Desruet. Et donc, c'est des petites productions, 22 000 bouteilles à l'année. Et en fait, on importe énormément de champagne maison en Corée du Sud. Et donc, en fait, à la Tienne, ça nous a permis de faire, surtout pour Thomas, une vitrine pour son champagne. Et qui est élu régulièrement meilleur champagne de Chine, de Suède. Enfin, on a tellement de médailles qu'on ne sait même plus à la fin. Vous êtes aussi devenu une vedette de la télé-réalité grâce à l'émission Mon voisin Charles. Ici, on vous surnomme également Beckham français ou le Beckham breton. Ça vous agace ou ça m'agace pas, mais c'est là qu'on voit vraiment la différence de vue des pays, quoi. C'est-à-dire que Beckham, après l'avantage c'est que il m'appelle quand même David Beckham, c'est mieux que Franck Ribéry. Enfin, je sais pas si vous connaissez. On me rappelle Franck Ribéry, j'aurais pleuré. Beckham, bon, c'est toujours plus valorisant, on va dire. Ouais, très très positif pour les Coréens, surtout pour les filles. Surtout pour les filles. Mais Gueulin, je suis marié. Trop tard, mesdames. Trop tard. Fabien Youn, en préparant cette émission, m'a expliqué que vous aviez en projet 2 livres, des romans graphiques avec une dessinatrice française. Où vous en êtes de ce projet? Voilà, donc ce sont 2 projets que j'ai. En fait, j'essaye depuis quelques mois, quelques années de développer un petit peu mes activités en France. Donc j'essaye de faire plus de télévision en France. J'ai sorti donc ce livre pour les Français. J'aimerais bien en fait créer un pont, donc relier un petit peu les 2 cultures et les 2 pays, donc la France et la Corée. Et donc par ce biais, donc j'ai un projet donc de livre avec une autrice française. Donc c'est un roman graphique. Et donc qui sera donc les dessins seront faits par donc une graphiste française. Et ce sera en gros l'histoire d'un Français à Séoul qui tombe amoureux non seulement du pays, de la culture, mais aussi d'une jeune Coréenne. C'est pas mon histoire, malheureusement. Il y a beaucoup de couples franco-coréens, n'est-ce pas? Exactement. Donc je m'en suis inspiré de toutes les histoires un petit peu. Donc il y a Arnaud qui est marié avec une Coréenne et de tous les Français que je voyais qui avaient des histoires d'amour avec des Coréennes. Donc j'ai pris un petit peu de tout. Ça reprendra aussi les codes des dramas coréens. Donc c'est un moyen pour moi de présenter la culture que j'aime, donc la culture coréenne, au public français par ce biais. Et vous, Arnaud Audrin, vous avez d'autres projets intéressants? En tant que jeune entrepreneur, il y a toujours beaucoup de projets. Oui. Et donc en fait, je veux garder ce dynamisme, c'est-à-dire l'ouverture de la crêperie, l'ouverture de À la Tienne. Et donc en fait, à partir de novembre prochain,
on crée une cidrerie donc chez ma grand-mère dans le Morbihan. Wow. Et donc du coup on a une petite production de pommes donc chez ma grand-mère qui existait déjà. Et donc en fait on passe régulièrement dans des articles sur les journaux français. Et donc du coup il y a toute une solidarité qui s'est créée du côté de ma région. Et donc il y a plein de gens maintenant qui interpellent mes parents en disant bah tiens on a des pommes chez nous. On vous les offre pour la nouvelle aventure d'Arnaud. Donc c'est vachement bien de se sentir soutenu. Donc vous avez envie d'être un lien entre la France et la Corée. Et un lien entre la France et la Corée et encore plus avec la Bretagne. C'est-à-dire qu'on a tellement une richesse dans beaucoup de pays dans le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, on a la Bretagne, on a les Basques, les Corses. Quand on rentre en France, l'architecture est tellement différente partout. On a un pays magnifique. Et donc, c'est mon travail que je fais maintenant, c'est de montrer aux Coréens que la crêpe, c'est pas parisien. Avec tout le respect que j'ai pour les Parisiens. C'est la Bretagne, quoi. Donc voilà, des surprises très agréables, des découvertes. Être ambassadeur de la Bretagne quelque part. C'est ça. Voilà. Vous aussi, Fabien Youn, vous avez envie d'être ambassadeur en France, en Corée? J'essaye, moi aussi, comme le dit Arnaud, donc de présenter la culture française aux Coréens, parce que c'est vrai que même s'ils ont beaucoup d'intérêt, ils ne connaissent pas vraiment la culture française dans la profondeur. Donc j'essaye un petit peu de leur présenter, que ce soit par le biais de la gastronomie, par le biais du sport. Donc j'essaye de promouvoir le sport français, le foot français, sport, oui, le Paris Saint-Germain. Donc j'essaye de promouvoir le Paris Saint-Germain en Corée du Sud et vice-versa. Ça marche bien, vous réussissez? On a un petit fan club de Coréens avec lequel on se réunit, on fait des matchs de foot, on regarde les matchs ensemble qui sont la nuit, donc c'est assez difficile, c'est à 4h du matin, mais on se réunit quand même et j'ai bon espoir qu'on arrive à créer une bonne équipe de fans. Mais comme ils vont se prendre une misère encore cette année, ça va repartir à zéro. On va pas rentrer dans ces débats. Je vous remercie, messieurs, pour avoir répondu à nos questions. Merci infiniment pour votre présence. Le temps passe trop vite, mais ne vous inquiétez pas, le tour du monde de la francophonie continue. Nous allons retrouver Estelle Martin à Pékin. Vous vous trouvez au cœur de la CCTV, la télévision centrale chinoise. Bonjour Pascal, nous sommes au siège de la CCTV, c'est la télévision nationale chinoise qui est partenaire de cette émission événement. Voilà, nous sommes tous réunis ici, le bâtiment est impressionnant, mais les Pékinois le surnomment Takucha. C'est un petit peu familier, je ne vous en dis pas plus, à tout à l'heure. Nous remercions la République de Corée qui, notez bien, va recevoir les prochains Jeux Olympiques d'hiver en 2018. Merci aussi à notre hôte, le MMCA, la chaîne de télévision Arirang, les Alliances françaises et l'OIF. Et avant de se quitter, Jono, vous nous présentez une DJ étonnante. Oui, elle s'appelle DJ Mouche Minjuli. Elle s'est produite plusieurs fois en France. Il y a 2 ans, elle a participé au grand défilé de la Technoparade à Paris. Merci beaucoup, Jono. Merci à vous trois. On se quitte en musique. Merci. Kamsamnida. Kamsamnida. Pion. and races. My baby don't care for
smile, something he can't see.